Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Arsenal French Club. Aujourd'hui, on débriefe d'une actualité qui vient de tomber, une actualité toute chaude, l'arrivée de Merino chez nos Gunners d'Arsenal. Alors, c'est un épisode qui aura pris beaucoup de temps, mais c'est enfin officiel. Et pour en parler aujourd'hui avec moi, il signe son grand retour sur les podcasts AFC. Méchad, bonjour. Eh bien, le bonsoir tout le monde! Cette arrivée de beauf. Ouais, Ok, bonsoir. alors Méchad, au revoir et merci d'avoir participé. Non, mais je suis un peu content d'être là, c'est pour ça. Et pour relever le niveau, parce qu'il en faut un, l'analyste, monsieur Stat, monsieur Rédaction, monsieur Jonathan. Bonjour, Jonathan. Salut les gars, bonjour tout le monde. Tout va bien, Jonathan, en Malaisie? Tout va très bien, merci beaucoup. Impeccable. Méchad, je t'ai pas demandé, tout va bien à Paris? Bah, moins bien qu'en Malaisie, j'ai l'impression, mais ça va, on se plaint pas. Ok. Mais mieux qu'en Moselle, je pense. Qu'est-ce que t'en sais? Je sais, c'est obligé. C'est obligé. D'accord, oui, parce que la Moselle ne va jamais bien. Messieurs, merci d'être présents. On va parler de l'actu toute fraîche, la signature de Merino, de Mikel Merino, un deuxième Mikel à Arsenal. Est-ce que ça en fera pas un de trop? On va en parler. En tout cas, on peut être fier d'avoir un deuxième champion d'Europe dans l'effectif. Après David Raya, c'est un autre Espagnol qui nous rejoint. Mikel Merino. Jonathan, qui est Mikel Merino? Alors Mikel Merino, on est content de l'avoir parce que ça fait un petit moment que le dossier traîne, hein. C'est quelque chose qu'on suit de près depuis le mois de juillet. L'histoire arrive à sa fin ou à son commencement. En tout cas, Mikel Merino est l'un des nôtres. Donc Mikel Merino, c'est un joueur de la Real Sociedad, euh, que le club a acquéri pour approximativement 40 millions d'euros, hein. Apparemment, on est à 33 millions plus 5 en bonus derrière, avec un contrat de 4 ans. C'est un milieu box-to-box qui a 28 ans, donc c'est pour ça que le prix peut porter à débat. Est-ce que c'est un bon investissement ou pas? Euh, mais en tout cas, bah, maintenant, il est parmi nous, donc va falloir en tirer le meilleur. C'est quelqu'un qui est pressenti pour évoluer comme 8 à gauche, donc ça va être super intéressant. Mikel Merino, il a commencé à Osasuna, où il a joué de 2014 à 2016 avec l'équipe première. Il a rejoint un peu plus tard Dortmund. Il a rejoint Dortmund en 2016, où il est resté une année. Ça a été une année un petit peu mitigée. Il a pas trop joué. Il a fait 8 apparences à Dortmund avant de partir à Newcastle, où il a été prêté avec l'option d'achat. Il y a eu des belles performances, donc son option d'achat a été activée très rapidement, quelques mois après son arrivée. Et donc il a fait 25 apparences à Newcastle avant de rejoindre la Sociedad en 2018. Là, ça met un peu de temps à se mettre en place. Il y a eu quelques blessures qui ont fait que son adaptation n'a pas été super fluide. Mais dès qu'après il a intégré le 11 de départ, il l'a plus lâché. Et donc ça fait 6 ans qu'il évolue là-bas. Et les résultats sont à la hauteur, sont à la hauteur. Première saison, il joue 32 matchs, il marque 4 buts, il remporte la Coupe du Roi en 2020. Coupe du Roi 2020 qui a été jouée en 2021 à cause du Covid. Et il a été nommé homme du match. Donc c'est bien, il évolue dans une équipe qui est dans une dynamique positive. Il y a eu l'arrivée du coach Imanol Alguacil à ce moment-là et ça lui a fait beaucoup de bien. Et par la suite, on sait que la Sociedad s'est qualifiée plusieurs fois pour les Coupes d'Europe. Et c'est aussi un joueur qui évolue dans l'équipe nationale avec l'Espagne. On l'a vu récemment. Il est avec donc l'équipe nationale depuis 2020 où on est à 28 apparences. Voilà un petit peu Et tout pour l'historique récent, du joueur. champion d'Europe. Absolument.
Champion d'Europe pour la deuxième fois, hein. Enfin, il avait remporté l'Europe U19 en 2015 déjà, avec une super génération dorée des Espagnols. Donc tu l'as dit, c'est un milieu de terrain. Bon, ça les gens le savent un petit peu. C'est un milieu de terrain qui nous rejoint. Euh, Tu disais la Somme peut lancer le débat. Alors ouais, moi la Somme plus l'âge du joueur. Moi la vraie question que je me pose, messieurs. Alors, c'est un recrutement qui a pris beaucoup de temps déjà. Tu peux nous raconter le feuilleton qui a finalement ralenti cette arrivée? Puisqu'il y a eu il y a eu des feuilletons, bien entendu, puisque c'est quand on en a parlé fin juillet de Merino chez nous, en tout cas, il n'était pas annoncé à ce prix-là, déjà pour commencer. Il était beaucoup moins cher. Et Jonathan, tu peux peut-être nous dire ce qui s'est passé, puisque tu es quand même très au fait de l'historique du transfert. Je pense que tu as dû avoir Edu au téléphone. Qu'est-ce qu'il a pu te dire par rapport à ça? Bah déjà, ça commençait un petit peu avant ça. On savait qu'on voulait quelqu'un au milieu de terrain. Granit Xhaka est parti l'été dernier. Et entre guillemets, c'est Kai Havertz qui arrivait à sa place, mais bon, Kai Havertz ne joue pas vraiment au même endroit. Donc on savait qu'on allait chercher un milieu, que ce soit un 6 ou un 8. Il y a beaucoup de noms qui sont passés et qui n'ont pas été confirmés. Un des derniers en date, c'est un de ses coéquipiers hein, qui joue à la Real, Martin Zubimendi, qui était vraiment le nom a beaucoup tourné du côté d'Arsenal. Finalement, ça s'est pas fait et la direction du club a pas commencé à explorer parce elle le faisait déjà, mais c'est là que le nom Merino est arrivé sur le tapis. Mais il se trouve qu'entre-temps, Liverpool a fait part aussi de son intérêt pour Zubimendi, ce qui, je pense, a ralenti un petit peu l'équation. Là, on est post-euro, on est fin juillet, début août. Ça a dû ralentir l'équation. Le lien qu'avait Zubimendi avec Liverpool. Ce qui finalement n'a pas été fait. Et ça a commencé un petit peu, donc du coup, à se réchauffer il y a une quinzaine de jours, une dizaine de jours. Donc je pense que c'est ça qui a fait que le transfert a pris du temps, en tout cas. Ouais, plus que du temps, parce que là, du coup, on pouvait espérer, ou pas, mais dans les négociations de juillet, on pouvait espérer un joueur qui arrive rapidement au mois d'août, qui participe à la préparation physique, aux derniers matchs amicaux et qui puisse rentrer directement dans une rotation. Mais là, qu'est-ce qu'il en est de son implication dans la préparation avec la Real Sociedad? Je sais pas s'il Ah, a fait des matchs amicaux ou pas en attendant. je pense pas. Regarde, alors, donc lui, il a joué l'Euro jusqu'au bout. Donc c'était quoi, 12 13 juillet, je pense. Ouais, et après il y a eu des Euh, vacances enfin, pour les on, vainqueurs, ouais. on peut comparer avec le retour des Espagnols dans leur club. Nous, on sait qu'on a Raya, Rice, Saka qui ont fait la finale et qui sont revenus assez tôt. Mais regarde par exemple Rodri à City, on l'a pas encore vu. Et on sait que Guardiola prend bien son temps avec lui. Donc, non, à mon avis, au niveau de la pré-saison, Merino, il n'a pas dû faire grand-chose, non? Ouais, donc du coup, il va falloir encore un petit peu attendre avant de le voir. D'ailleurs, petite parenthèse, on parle de recrutement de milieu de terrain. Je sais pas si vous avez suivi l'actu là ces derniers jours, mais Gundogan est de retour à City après un an d'exil à Barcelone. Et si on doit comparer les recrutements poste par poste, par exemple, entre City, qui sera probablement, à mon avis, notre plus gros adversaire dans la course au titre, Gundogan, c'était quand même très très fort, hein. Donc du coup, je dirais que au point, sur ce poste-là, en tout cas du milieu de terrain, City nous bat à plate couture sur le recrutement. Je ne sais pas si vous y voyez, vous, un phénomène de comparaison ou pas du tout, mais moi, je fais l'analogie entre les deux clubs et je me dis que là, City nous met déjà une petite claque, quoi. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Non. Non, ok. Michel, je te réveille. Michel, t'es d'accord avec Non, ça ou non, pas? non, 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 j'attends, non, j'attends mon tour, je suis poli. Si, moi je suis d'accord avec toi, hein, moi Ah, merci.
Je suis d'accord avec toi. Et je cite City comme d'autres clubs d'ailleurs, hein. Ouais. Euh, Villa qui a bien recruté au milieu de terrain aussi, mais qui avait peut-être plus exactement. de besoins que nous. Et du coup, du coup la Je place de pense Merino que que Merino va prendre dans notre effectif, c'est surtout là-dessus que moi je veux unir. Alors, euh, très franchement, mes chats, je sais que quand on a préparé ce podcast-là, tu me disais que toi, la connaissance de Merino, du joueur en lui-même, t'as pas une grande connaissance. Le championnat espagnol, c'est pas forcément un championnat que tu regardes souvent. À l'Euro, il n'a pas été forcément titulaire. Alors le fait marquant de l'Euro, hormis le fait qu'il ait gagné avec l'Espagne, c'est que si je ne me trompe pas, c'est lui qui met le but vainqueur face à l'Allemagne, oui, le 2-1, ouais, le but de la tête. ouais, ouais. Moi, je me suis un petit peu alors, renseigné, c'est un grand mot. J'ai regardé un petit peu des vidéos sur le joueur. Jonathan, tu le disais tout à l'heure, c'est un joueur box-to-box, etc. Et de ce que moi j'ai vu, alors encore une fois, tu fais dire aux vidéos ce que tu as envie de dire, c'est comme les stats. En fonction de comment tu les vois, de ce que l'on te montre et de ce que l'on écrit, tu peux l'interpréter d'une certaine façon. Mais j'ai regardé quand même pas mal de choses et, et contrairement à d'autres joueurs de notre effectif, dans le mot box to box, j'ai l'impression que Merino, c'est un joueur qui est capable de se projeter vers l'avant, mais plus facilement sans ballon que dans la pénétration entre les lignes avec ballon. Je m'explique, et après je vous donne la parole. Il y a des joueurs comme Rice, à un moment donné, il prend le ballon, contrôle orienté, baisse la tête, il fonce, et physiquement, il arrive à les percuter et à les franchir la ligne de milieu adverse pour aller créer le surnombre, et ensuite donner la balle à gauche à Martinelli, à droite à Ødegaard ou à Havertz ou Gabriel Jesus en fonction de qui est sur le terrain. Merino, dans son jeu, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui part de plus loin, mais sans le ballon. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va être plus facilement à la réception de centre ou de deuxième ballon dans la surface, mais c'est pas. Enfin, il doit être probablement capable de le faire, mais majoritairement, son jeu, c'est vraiment là, c'est d'aller créer le surnombre sans ballon et d'être à la réception. Alors, du coup, c'est un profil qui est très intéressant. On en a pas beaucoup, mais moi, du coup, je dirais que bah, pour être à la réception de centre, il faut que les centres arrivent. Bonne nouvelle, Saka a trouvé comment faire un bon centre le week-end dernier sur le premier but de d'Avertz, parce que si on doit faire un petit flashback sur la saison dernière, on peut pas dire que les centres ou la qualité de nos centres était un élément fort de notre effectif. On a quand même vu des purges, soit de partir au quatrième poteau, soit être contré par le défenseur. Voilà. Donc du coup, si on a des joueurs qui sont capables d'amener le surnombre dans la surface et de réceptionner des centres, il va falloir que les centres arrivent. Ça, c'était la première. C'était mon analyse de box to box. Je ne sais pas si Jonathan ou toi, Méchad, vous partagez cette analyse de la connaissance que vous avez du joueur ou si vous avez quelque chose à rajouter. Alors, euh, décidément, je suis assez d'accord avec toi et c'est ce que j'allais poser comme question à Jonathan, c'est quelle est pour toi ta définition du box-to-box? Parce que pour moi, en tout cas dans ma vision du box-to-box, c'est pas Merino qui l'incarne. Parce que pour moi, un box-to-box, c'est effectivement quelqu'un qui est capable de partir de sa défense pour monter et faire remonter le bloc équipe avec le ballon. Et j'ai pas l'impression que Mikel Merino en soit capable, en tout cas pas de la manière dont je l'imagine. Moi, je le vois vraiment comme ce que j'ai dit tout à l'heure, comme le régène de Mikel Arteta. Pour moi, c'est vraiment le profil Arteta joueur, un peu meneur de jeu en retrait, mais pas box-to-box où physiquement, tu es capable déjà de tenir ton milieu de terrain et d'apporter un surnombre lors des phases offensives et quand même d'apporter une qualité défensive importante quand tu es dans des moments un peu plus compliqués. Voilà. Donc ça m'intéresse, Jonathan, de ce côté-là, de voir, enfin, de savoir quelle est ta définition du box-to-box et comment est-ce qu'en match, Merino l'incarne. Parce que, encore une fois, les matchs que j'ai vus de Merino à la Real Sociedad, notamment contre Paris en Ligue des Champions, mais même sur des matchs de Liga. Alors après, la Liga, c'est autre chose et la Real Sociedad, c'était un autre style de jeu.
mais c'est pas des qualités qui m'ont sauté aux yeux, quoi. Ok. Juste, je trouve que la comparaison avec Gundogan est un petit peu dure, Raoul. Il y a un gros lien affectif entre Guardiola et Gundogan. C'est pour ça qu'il revient. Gundogan, c'est Oui. quelqu'un qui a 34 ans. Juste, Gundogan, à Barcelone, il est payé 360 000 euros semaine. 34 ans, 360 000 euros semaine. On n'a aucun de nos joueurs qui est payé ce prix-là, en tout cas. Non, mais Alors que, on Mhm. peut parler de alors, Gundogan, on peut parler de Gundogan, Jonathan, mais on peut parler d'autres joueurs qui ont des qualités au milieu et qui auraient pu nous rejoindre, surtout à ce prix-là. Moi, encore une fois, je le disais et je l'avais dit lors du dernier podcast, pour moi, pour le coup, un joueur vraiment box-to-box qui aurait pu nous rejoindre, c'est un mec comme Onana qui finalement est allé à Everton, ah, à mais Aston Villa. Est-ce qu'on n'avait pas suffisamment d'arguments pour faire venir un joueur comme Onana qui, lui, pour le coup, pour moi, hein, vraiment incarne ma définition du milieu box-to-box, c'est-à-dire grand, physique, capable d'apporter le surnombre offensivement et avec des qualités défensives certaines, qui a 22 ans en plus. Bah, voilà, c'est plus dans ça, je pense que Raoul a voulu intervenir en disant est-ce qu'on n'avait pas la possibilité de faire venir des joueurs d'un autre calibre, sachant que est-ce que c'est avec Merino que tu passes un cap dans cette saison, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions? Franchement, Ouais, en fait, c'est aujourd'hui, là. à date, Avant de. Pardon, Jonathan, je me permets de te mettre en pause, entre guillemets. Effectivement, je pense que c'est nécessaire de préciser, et merci Méchad. Quand je fais l'analogie entre le recrutement de Gundogan, qui a 34 ans, certes, à City, et de Merino, qui en a 28 à Arsenal, je ne compare, à aucun moment, je compare la qualité. Le rôle du joueur recherché, la typologie du joueur recherché, etc. C'est pas là où je veux en venir. Là où je veux en venir, c'est que l'année dernière, sur les 2 dernières années, le classement de la Première Ligue, c'est City en 1, Arsenal en 2. L'année dernière, on échoue pour 2 points. Et tu sais que cette année, sauf vraiment catastrophe nucléaire, tu sais que tu vas être dans la course à la Première Ligue, logiquement jusqu'au bout. À moins que City fasse un sans faute, mais je n'y crois pas. C'est-à-dire que quand tu veux surperformer, ou quand tu veux, pas surperformer, mais quand tu veux rajouter un peu de qualité par rapport à ce qui t'a manqué pour améliorer un peu plus les prestations que tu as pu faire l'année dernière pour atteindre le titre de Première Ligue, tu attends à aller chercher un complément, non pas un joueur qui potentiellement peut faire partie d'une rotation, mais d'un joueur comme Rice l'année dernière, titulaire indiscutable, qui va arriver. Alors, des Rice, on va pas en signer tous les ans, et encore moins à ce prix-là. Ce que je veux dire, c'est que City, et encore une fois, je ne focalise pas sur City, mais je donne juste l'exemple de là où je voulais en venir. City récupère, certes, un joueur de 34 ans, mais qui en avait 32 l'année où il est parti, où il fait champion, et l'année où il part à Barcelone, qui connaît parfaitement le système de jeu de Guardiola, qui était capitaine et qui a terminé, je crois, meilleur buteur la dernière saison avant de partir, devant Haaland, si je ne me trompe pas. Alors, Haaland blessé, certes, mais je crois qu'il termine meilleur buteur du club, si je ne me trompe pas. Dites-moi si je me trompe ou pas, hein, mais en tout cas, il a des stats de buteur assez folles. Donc, d'un côté, tu récupères un joueur qui connaît parfaitement l'environnement, le système de jeu, le coach, etc. Et d'un autre côté, tu recrutes un joueur qui n'est pas un top player européen, d'après moi, et qui, encore une fois, d'après moi, si je prends le 11 de départ que l'on a aligné et le milieu de terrain qu'on a aligné contre Wolverhampton, je le rappelle, c'était Rice, Partey, pas blessé, et Ødegaard. Dans ce milieu à 3, je ne vois pas Merino arriver et prendre la place de Partey et devenir un titulaire indiscutable. C'est là où je veux en venir, Jonathan. Tu vois ce que je veux dire? Je ne compare pas les deux profils. Ce sont déjà deux profils différents, de toute façon. Mais je trouve juste que dans le recrutement, à 40 millions, je trouve qu'on se paye, si ce n'est un remplaçant de luxe,
En tout cas, quelqu'un qui va être capable de faire la rotation, mais qui ne sera pas, d'après moi, et je demande à voir, puisque je sais que par exemple, Louis Delasso a un rôle, un avis, pardon, complètement différent. D'après lui, il va prendre la place de Partey. Moi, je ne l'imagine pas. C'est juste là où, par contre, j'imagine Gundogan faire un grand nombre de matchs et être laissé au repos en fonction de l'adversaire quand il sera pas. Mais je pense que Gundogan jouera tous les matchs contre les grosses équipes. C'est mon avis. Voilà, pardon, je te redonne la parole, Jonathan, mais je trouve que cette précision-là était intéressante avant de faire un hors-sujet de mon côté comme du tien. Pardon. Ok. Bon, là, j'avoue que vous m'avez un peu enchaîné tous les deux. Non, non, pas Euh, du tout. mais, mais Chad, juste pour un truc, pour Onana, tu prêches un convaincu. Je ne vais Ah. jamais de la vie remettre en cause ce que tu as dit. Mais sauf que ça, c'est quelque chose qui a déjà été réglé il y a 3 semaines facilement. Onana, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'était une occasion, fallait sauter dessus. Everton avait des problèmes financiers, c'était le moment d'y aller. Pourquoi ça s'est pas fait? Aucune idée. Aucune idée. Mais c'est pas moi qui ai parlé de Gundogan, Non, C'est c'était évidemment. Raoul. moi. Non, mais c'est Raoul qui a amené le sujet en disant est-ce qu'ils nous battent à plat de couture? Oui, oui, Est-ce oui. qu'ils nous battent à plat de couture? Je sais pas. Ils prennent un mec qu'ils connaissent, qui, j'adore Gundogan, c'est un super milieu de terrain, il n'y a aucun souci. Ils reprennent un mec à 34 ans et qui était payé 360 000 euros par semaine au Barça. Alors, est-ce qu'ils ont réussi à lui diviser son salaire par deux pour qu'il revienne à City? Peut-être, j'en doute. Oui, oui, oui. Mais Mais Merino, c'est quelqu'un qui a 28 ans, qui était payé 60 000 par semaine. Est-ce qu'on va lui tripler son salaire? Je ne pense pas non plus. ouais, Donc, il faut regarder, enfin, c'est des choses à mettre dans la balance aussi. bien sûr. C'est des Ouais, choses à mettre dans la le rapport balance. qualité-prix. Voilà. Et surtout, sur combien de temps tu vas le garder? Et est-ce qu'il y a encore de la, est-ce que on peut lui faire monter sa valeur pour le vendre derrière? Je ne sais pas. Mhm. Alors, ils l'ont récupéré pour rien, si je dis pas de bêtises, Gundogan. Alors, bien joué, Pep s'est très bien débrouillé, soit. Nous, ça nous a coûté de l'argent, mais parce que si Arteta savait ce qu'il voulait, que le temps commence à presser, qu'on est à une semaine de la fin du mercato et qu'il faut quand même que les choses se passent. Mhm. Hmm. Maintenant, Là-dessus, je te rejoins, ouais. maintenant, au niveau box-to-box, c'est vrai que c'est quelqu'un qu'on regarde, c'est pas quelqu'un qui a une conduite de balle pendant très longtemps d'un point A à un point B. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup d'autres qualités. C'est quelqu'un qui gagne énormément de duels. Il fait 1,89 m. C'était le joueur qui a gagné le plus de duels en Europe la saison dernière. C'est vrai qu'il Ok. ressemble un peu à Chaka hein, dans le jeu, hein, en réalité. Bah, c'est un peu ce qui se dit, hein. C'est un peu l'héritage de Granit Xhaka. Hmm. Voilà, il a remporté la saison dernière 326 duels, numéro un en Europe. Ok. Euh, c'est quelqu'un qui, au niveau défensif, est pas mauvais non plus. Il sort, alors j'ai regardé un petit peu les stats, il est très bon dans les tacles. Il sort 1,47 tacles réussis par 80 minutes, 90 minutes, pardon. Donc, je vais pas rentrer trop dans le détail là-dedans, mais il fait quand même partie de la. Il est dans l'échelle haute des milieux de terrain pour ce genre d'action. Hmm. Et après, c'est quelqu'un qui, de la tête, est très bon. Alors, très bien, Raoul, les centres de Bukayo Saka l'année dernière, c'est une chose, mais je veux aussi te parler des coups de pied arrêtés d'Arsenal l'année dernière. Tiré par Et Bukayo donc, Saka. par Bukayo Saka d'un côté et par Declan Rice de l'autre côté. Donc là, ça peut aussi Ah, mais ça peut aussi on rajoute un danger supplémentaire sur coup de pied arrêté. Je suis entièrement d'accord. Et sur les centres, autant les corners l'année dernière, au coup de pied arrêté, étaient en général tirés assez bien par Rice, un peu moins d'après moi sur Saka. Mais ça reste un profil, attention, hein, qu'on se trompe pas. Je suis pas en train de critiquer le recrutement que l'on a fait. Ça reste un profil qui en soi quand tu veux jouer tous les tableaux, et vous savez que moi je suis partisan du fait que Arteta doit mettre en place un turnover entre les matchs de Première Ligue, de Cup, de Ligue des Champions, etc. Parce qu'on ne peut pas, sachant qu'il y a eu l'Euro
entre la saison passée et cette saison-là, que je trouve que Rice, qui a crampé à 15 minutes de la fin contre Wolverhampton, c'est aussi qu'il n'a pas eu le repos nécessaire parce qu'ils sont revenus très très rapidement après la finale de l'Euro perdu. Saliba qui s'arrête en quart à l'Euro, qui a fait tous les matchs et toutes les minutes la saison dernière, va avoir besoin de souffler. Alors là, du coup, c'est pas Merino qui va prendre sa place, mais pour dire qu'on va avoir besoin d'avoir un turnover qui est beaucoup plus important, qui sera, pardon, plus important que l'année passée, et ça ne devrait pas être très compliqué puisque l'année passée, il n'y a pas eu de turnover. Donc, le profil en soi ne me dérange pas. Là où Mais juste, je... Ouais, dis-moi. juste un autre truc. Pour moi, Merino, il va pas jouer en 6. Oui, il va jouer en Il est 8. pas là. Il va jouer en 8. C'est Ouais, Rice qui va jouer en 6. ouais. Enfin, Partey, là, il est là pour faire un petit peu la bascule. Il est bien Partey. Mais bon, on connaît tous son historique de blessures. Et là, si tu regardes bien, bah écoute, il est revenu en fin de saison dernière. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il a fait toute la pré-saison. Et le match contre les Wolves, à partir de la 50e, 55e, 60e minute, le mec était cuit. Ouais, ouais, je suis Cuit. d'accord. Mm. Donc, par Partey, Jorginho, ça va servir comme des petits bouts de. Enfin, ça va aider là où il y a des trous. Mais on a malgré tout, au niveau du milieu de terrain, je pense, bon, pour moi, il y en a deux qui sont indispensables au milieu de terrain, que ce soit en Rice et Première Odegaard. Ligue et en Ligue des Champions. Exactement. Rice, Southgard. Mais après, tu peux jouer avec un Merino, tu peux jouer avec un Kai Havertz s'il y a Jésus qui joue devant, tu peux jouer avec un Nwaneri, tout ce qui est des matchs de coupe. Euh, pour Moi, moi, ce pour les jeune-là, gros moi, matchs ce en jeune Première A, Ligue, gros ce... match en Première Ligue, pour moi, ça sera Rice, Merino, Odegaard. Et Ouais, ouais. D'accord. Donc, si ça tu dis reste mon ça, premier. Moi, je pense aussi, je pense que Merino, il est là pour être titulaire. Je pense vraiment. Sauf si Partey revient à 100% et qu'il devient le Partey, qu'il redevient le Partey qu'il était à un moment donné. Mais ça m'a l'air d'être compliqué. Et surtout, l'option où tu mets Partey en numéro 6 oblige du coup à mettre Rice en numéro 8. Et même si Rice en numéro 8 est plutôt bon, je le trouve quand même largement meilleur quand il joue numéro 6. Et si on analyse la capacité de Merino à se projeter vers l'avant, qui est quand même, je le pense, au vu de ce que j'ai vu, moi je trouve plus intéressante que celle de Declan Rice, parce que plus technique. Bon, effectivement, ça peut apporter des solutions. La question que je me pose, c'est que est-ce que si on considère que Merino vient, alors je ne sais pas si dans le but de reprendre la place de Chaka qu'il a laissé, est-ce que ça sous-entend que notre arrière gauche va rentrer vers l'intérieur pour que Merino, lui, prenne le couloir quand l'équipe a la balle sur le côté gauche. Enfin, en fait, il faut voir comment est-ce qu'il décide d'animer, parce que l'année dernière, l'animation offensive n'était pas la même que celle d'il y a 2 ans, alors que celle d'il y a 2 ans était quand même, je trouve, plus efficace et plus impressionnante que celle de l'année dernière. parce qu'on Parce que avait un c'était- Chaka qui, alors, elle était plus impressionnante jusqu'à ce que les adversaires comprennent comment bloquer le désolement de Oui, Chaka. mais Mais si, tant moi, que j'ai physiquement on juste une avait petite... tenu, Bien sûr, tant oui, que oui, physiquement on tenait, c'était entièrement limpide. d'accord. Tu avais, Zivchenko qui rentrait dans l'axe, tu avais Chaka qui était en capacité de prendre le couloir, et tu avais Mhm. Martinelli qui, lui, provoquait ou pouvait être lancé en profondeur par un Chaka. Donc Et en fait, ça offrait beaucoup plus de possibilités offensives. du coup, messieurs, moi, j'ai une question pour vous, enfin, ou peut-être deux. Euh, Parler du recrutement de Merino, c'est aussi finalement indéniablement parler de l'organisation de notre milieu de terrain, etc., etc. Vous avez tous vu le match contre les Wolves? Hmm. Ouais. D'après vous, qui a joué en 6, qui a joué en 8? Et ben Euh, voilà, et ben votre silence, il en dit beaucoup. C'est pas que vous n'avez pas vu le match, c'est que c'est là où, du coup, comme dirait Méchad, l'instant tactique, en fait, on a eu un système de jeu qui était assez intéressant, à savoir qu'il n'y avait pas réellement de 6-8, d'après moi. C'est-à-dire qu'en phase défensive, on avait souvent Partey et Rice qui étaient alignés, comme si on évoluait avec 2-6 en phase défensive. ouais, le Et, double pivot. Ouais. et principalement lorsqu'on était un peu plus dominé, quand les Wolves se sont un petit peu révoltés, etc. Ensuite, en phase offensive, le côté 8
il y avait une alternance qui était faite entre les deux. Lorsque Zinchenko rentrait dans l'axe, c'est souvent Rice qui allait chercher le côté gauche pour se démarquer. Ouais. Par contre, lorsque le jeu était un peu plus posé, qu'on gardait cette défense à 4, pardon, avec les postes respectifs, c'est-à-dire Zinchenko à gauche, White à droite et Gabriel et Saliba dans l'axe. Il y avait une alternance entre Rice et Partey, alors qui s'explique dans toute école de football, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu évolues avec deux milieux de terrain, j'enlève Ødegaard qui pour moi est le créateur, mais quand tu évolues avec deux milieux de terrain, à vocation plus ou moins défensive quand même au début du match. Lorsqu'il y en a un qui monte, l'autre compense et reste à l'arrière. Donc vo- là où quand vous avez eu du mal, entre guillemets, où vous avez réfléchi à savoir qui était 6 ou 8, c'est bien la preuve qu'on a un système de jeu où finalement, il n'y a pas... le joueur, il n'est pas estampillé, je vais jouer 8 aujourd'hui, je vais jouer 6 aujourd'hui. Il y a une alternance qui est faite en fonction d'un d'un fait de jeu, du lancement d'une occasion par l'arrière, si Zinchenko rentre ou pas. Donc du coup, Merino plutôt 6 plutôt 8 etc. Je trouve que, en tout cas avec Rice et Partey, on a des joueurs qui sont capables d'évoluer dans les deux sens. Je trouve, moi, que physiquement, Partey, en bonne santé, a plus d'impact physique que Merino. Oui. J'entends par contre que vous voyez Merino sur les grands matchs et vous le voyez titulaire face à Partey qui lui aussi est assez vieillissant. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que du coup, on est à 3, il y a un vrai débat là-dessus et je pense qu'on a tous hâte de voir comment ça va évoluer. Parce que je citais tout à l'heure Louis de Lasso, qui est également un rédacteur qui a le même point de vue que vous, c'est-à-dire que Merino vient pour prendre la place de Partey. Mais non, Euh, moi je suis pas d'accord. Il vient pas pour prendre la place de Partey. il vient remplacer Partey. Si tu Bah, sors pas Rice, si tu sors pas Rice et si tu sors pas Ødegaard et que tu joues avec un milieu à 3 et que tu dis que Merino va être titulaire, c'est qu'il sort Partey. oui, alors, dans ce cas-là, je veux bien, mais il va pas prendre la place sur le terrain de 6 devant la défense de Non, Partey. pardon, je parle en nombre. Excuse-moi, je parle en nombre. Je parle de façon Ok, ok, numéraire. ok. Vu qu'on peut jouer qu'à 11 sur un terrain et qu'on évoluera de toute façon avec un milieu à 3. Oui, oui, bah euh, il allait pas prendre il allait pas prendre la place de Rice ou Odegaard de toute façon. Ça, c'est ça, ouais, vu les performances, on on est le sait d'accord. quoi. Mais s'il prend la Et place même la place de de. Partey l'année dernière, Partey n'a pas vraiment spécialement une place l'année dernière. Il a quand même été in and out, plutôt out que in toute Ah, bah, l'année il quoi. avait une place pendant très longtemps à l'infirmerie. Voilà. Mais là où moi je me dis que Partey, il a fait toute une préparation sans se blesser, que effectivement, je trouve que son début de match face au Wolves jusqu'à, on va dire, la première mi-temps était relativement intéressante et qu'après, alors problème de concentration, de fatigue, je ne sais quoi, il y a eu quand même des pertes de ballon assez ennuyantes et on va dire une performance qui, somme toute, était beaucoup moins intéressante en deuxième période qu'en première mi-temps. Mais en tout cas, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que finalement, la place et le rôle que l'on va donner à Merino aujourd'hui, elle est encore inconnue. Bah, de toute Si, façon, ça, on sait qu'avec Arteta, enfin, c'est sa genèse à lui, hein, tu sais, c'est polyvalence, polyvalence, polyvalence. Ouais. Je prends des center back que je mets sur les côtés, je mets des latérales gauche, je veux qu'ils inversent, qu'ils rentrent dans le cœur du jeu. Enfin, alors polyvalence, oui, mais alors moi je donne toujours l'exemple de Rice, quand il est arrivé à Arsenal, on savait qu'il était titulaire. C'est d'ailleurs la seule recrue avec oui, Raya. mais c'est justement, c'est sa Euh, polyvalence qui fait aussi qu'il a été aussi souvent utilisé, que ce soit avec Jorginho derrière hmm. ou lui qui prenait Mais en tout ce cas, poste j'entends de que 6 sur les quoi. gros matchs, vous voyez, alors encore une fois, hors méforme, blessure et suspension, vous voyez un milieu de terrain qui serait Rice, Merino et Ødegaard. Mais même pas que sur les gros matchs, hein. Enfin, si Arteta garde cette mentale qu'il avait l'année dernière de faire très peu de rotation, je pense que le milieu titulaire sera Merino, Odegaard et Rice, ouais. Mais après, il y a tellement de matchs qui vont s'enchaîner de toute façon. Bien Une fois sûr. que tu as la Cup qui commence, la Ligue des Champions avec le Boxing nouveau Day, format à etc. 8 Ouais. matchs, et je parle pas de la Carabao Cup, qui commencera d'ailleurs avant la FA Cup, là oui, là ça va tourner. Et bon,
Vous avez vu il a fait sortir Saka le dernier match. Donc, c'est une chose qu'il ne faisait pas l'année dernière. Donc, peut-être que ça commence un petit peu à évoluer. OK, on a 2 buts d'avance. On va un petit peu faire tourner, rafraîchir. Mais Ouais, oui, ouais, moi, je vois un milieu comme ça la plupart du temps. ouais. C'est clair. Moi aussi, ouais. Ok, non mais Enfin, alors, tu prends pas quelqu'un qui a 28 ans pour le développer enfin, sur du temps, quoi. C'est quelqu'un on va lui demander d'avoir un impact, un retour sur investissement, à mon avis, assez rapidement. ouais, mais ça veut dire qu'il va falloir qu'il rentre très rapidement dans le système de jeu et dans le milieu de terrain parce qu'il y a des gros matchs qui arrivent et qu'on pourra pas laisser, on n'aura pas le temps de laisser passer des matchs pour entre guillemets lui donner du temps pour s'acclimater. Donc on va, Pour moi, c'est pas avant le mois d'octobre qu'on le verra, lui. Il y a la trêve internationale 15 jours au mois de septembre. Mhm. Après, ça va repartir contre les gros. Et je pense que Arteta, têtu comme il est, il voudra pas les lancer trop vite. Bah, on, Après, on- on le voit déjà avec le Calafiori, hein, exactement. qui pourtant lui est arrivé quand même relativement tôt, qui a pas eu un euro très fatigant puisque l'Italie est quand même sorti très très rapidement. C'est dommage. Euh, ou pas. En Ou fait, en pas. fait, en fait, si on gagne et qu'on continue de gagner avec le milieu actuel, c'est-à-dire Partey, Odegaard et Rice, on ne sera pas dans l'urgence de le titulariser. Si en revanche, ça commence à être un peu plus compliqué, là, ce sera la bonne excuse pour Arteta pour pouvoir lancer Merino et le mettre titulaire, comme Calafiori d'ailleurs, je pense. Ouais. Mais la problématique, c'est Alors, j'ai pas. D'ailleurs, peut-être que toi, Jonathan, tu le connais. Tu l'as peut-être vu ou lu quelque part pour préparer d'autres sujets. Est-ce que vous avez les dates de reprise des cups, notamment la Carabao Cup? On rentre quand dedans? Parce que ça, franchement. Si les coupes avaient commencé très tôt, c'est quand même des matchs super sympas pour faire tourner. Quand tu joues contre des troisième ou les quatrième divisions, pour faire tourner, c'est ce que Wenger faisait très bien à l'époque, hein, où il faisait jouer les jeunes, les plus anciens qui étaient là pour faire le rôle de cadre. Mais là, du coup, quand je vois le calendrier, d'ailleurs, on en avait parlé, Jonathan, hein, sur le podcast spécial calendrier qu'on avait fait, tu as 3 matchs en août. Après, tu as déjà une trêve internationale. En octobre, je crois qu'il n'y a que 2 matchs, parce qu'il y a à nouveau une trêve. Et après, il y a la Ligue des Champions qui va reprendre quoi avec le nouveau format, elle va reprendre quand? Parce que tu vas quand même te taper 8 matchs hein, avant de te qualifier, hein. Ou pas, d'ailleurs. Écoute, je vois le troisième tour de la League Cup au mois de septembre, deuxième quinzaine de septembre, donc entre le déplacement à Tottenham et celui à City. C'est ce que je vois sur le site officiel du club, là, que le Ouais. troisième tour de la League Cup, c'est à ce moment-là. Et pour moi, si je dis pas de bêtises, après la FA Cup, ça commence que en 2025. Je crois ou décembre 2024. Oui, c'est parce que nous, on intervient plus tard, ouais. Donc ça voudrait dire que la Carabao Cup, on rentrerait déjà en septembre dans l'agenda du club. Yes. Et on commence, c'est ça, on commence deuxième quinzaine de septembre, Carabao Cup, et 11 janvier 2025, troisième tour de la FA Cup, Alors, ce qui s'il peut y avoir correspond des tours de au... Carabao Cup en septembre, ça, messieurs, c'est super intéressant, hein. Parce que tu peux le faire rentrer tout doucement en tant que titulaire, de voir comment il tient la route, comment il se sent, il se situe sur le terrain, tu lui donnes du temps de jeu. Parce que, Bécha, tu disais, si on gagne tous nos matchs, bah, si on gagne nos matchs ou qu'on fait des bonnes prestations en championnat, on va finalement lui laisser le temps. Mais moi, je vois les choses différemment. Si tu gagnes tout et que tu es sur une bonne dynamique, compliqué de faire rentrer un nouveau joueur comme ça, hein. C'est ce que je te dis. C'est ça que je dis. C'est que si on est sur des bonnes perfs, Il il prendra laisse encore plus son le terrain temps. actuel. Il prendra encore plus son temps pour faire entrer un Merino parce qu'en fait, il ne sera pas dans l'urgence de le faire entrer. Il ne le fera entrer que si l'animation n'est pas à son goût ou si au niveau des résultats, on n'est pas bon. C'est ça mon propos. Ah, ouais, alors, ouais, entre prendre. Oui, d'accord, ok.
Moi, je l'avais pas interprété comme ça. Mais ouais, en tout cas, c'est une nouvelle recrue. On lui souhaite la bienvenue. Le numéro n'est pas encore connu. Moi, je vois bien le King Ødegaard prendre le 10 et laisser le 8 libre. Vous en pensez quoi? Non? Non, Non, non. vous pensez qu'il va regarder le 8? Eh oui, tu changes pas à chaque fois comme ça parce qu'il y a le 10 qui vient. Non, non. Oh, il y en a qui aiment bien, hein. Je me rappelle Oui, même mais un joueur, Bettner, qui avait changé de numéro. Et et je crois qu'il s'était même engagé à payer les nouveaux maillots floqués avec le nouveau numéro aux supporters qui avaient déjà acheté l'ancien numéro. Je crois que c'était de l'époque d'Arsenal d'ailleurs. Il était passé du 52 au 26, On si je parle me de trompe Bettner pas. après, hein. On parle de Bettner. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, la transition, elle est toute faite, non? On parle d'un joueur qui a un petit problème mental, je pense. Oh, très belle coupe mulet, mais un petit problème. Oh, est-ce qu'il en avait qu'un seul, d'ailleurs? Je sais pas. Oui, c'est ça. Euh, Qu'est-ce qu'on peut se dire encore sur Merino, à part que... Du coup, alors attends, tour de table. Jonathan, bon bah recrutement ou pas? alors juste donc on a parlé de ses points forts. Oui, on va peut-être parler de Très ces... bon, Oui. très bon dans les duels, quelqu'un qui arrive à bien trouver les espaces dans le dos de la défense pour convertir des centres. Il a eu 3 buts de la tête la saison dernière, plus celui contre l'Allemagne qu'on a vu. Les tacles, on en a parlé. Après, c'est vrai que dans les côtés un petit peu moins bons, on a tout ce qui est interception. Là, c'est pas trop sa tasse de thé. En moyenne, 2 mauvais contrôles par match aussi. Et au niveau des passes, il a des statistiques qui sont un petit peu comme ci, comme ça. Mitigé. Il y a pas, ouais, un petit peu mitigé. Au niveau des passes réussies, on est très loin du niveau de Rice. Au niveau des passes vers l'avant, c'est pas top non plus. Après, au niveau des passes D, c'est un petit peu mieux. Mais, euh, mais voilà. Aussi, un de ses gros points forts, c'est que bah, il est très peu blessé. Sur les quelques saisons dernières, il rate 3 matchs en moyenne pour blessure. Donc, c'est quand même pas mal. Si on a quand même un joueur qui joue 35 matchs sur 38, c'est bien. On a vu que c'est ce qui a servi à Kaya Vert pour prendre cette place de numéro 9 Mhm. quasiment titulaire. C'est que Kaya Vert est tout le temps dispo, tout le temps dispo. Donc, il en a profité. Et donc, ça, c'est un des atouts aussi de Merino. Est-ce que Donc, pour c'est un moi, milieu... oui, bah, Est-ce que c'est un milieu de terrain pardon. qui est souvent sanctionné par l'arbitrage? Est-ce que c'est quelqu'un qui prend beaucoup de Sept, cartons? sept, 7 cartons jaunes en moyenne par an. Combien? 7 cartons jaunes de moyenne par an en Liga. Ouais. Parce que ce qui a aussi fait notre force, et ça, moi j'en suis persuadé l'année dernière, c'est on a quasiment eu aucun joueur suspendu On a pris 2 rouges la pour. saison Ouais, dernière, alors Tomiyasu et Vieira, c'est Vieira et tout. Tomiyasu, ouais. Mais on les prend assez tard dans le match. Mais je veux dire, tu vois, Rice, je crois qu'il a pas loupé un match pour suspension. Ah non, mais c'est un chat lui aussi, tu vois, quand c'est Ouais, intervention, c'est comme ça, c'est comme Saliba, c'est mais regarde, subtilité. Saliba et Gabriel qui prennent pas un match de suspension sur une saison quand tu es défenseur central avec l'impact qu'ils mettent. Bah, c'est la grosse classe. Exactement, ouais. Et du coup, je pense que le fait d'avoir pu évoluer avec un 11 quand même relativement stable et avec tes éléments forts pendant très longtemps, ben, fait que tu as pu jouer le titre jusqu'à la dernière journée. Et j'ai envie de pleurer quand je repense au scénario de la fin. Enfin bref, messieurs, donc du coup, Jonathan, pour conclure, bon, pas bon, à voir, Bah, ton comme ressenti sur le recrutement, en tout cas. il y a Méchat va passer après moi, donc je vais quand même le dire. Oui, Onana, moi j'aurais bien aimé Onana. Après, c'est Ok. pas mal, c'est bien, Ok, c'est d'accord, bien. donc pas mal, ça marche. Méchal, mon ami, Alors moi, de manière un peu vulgaire, l'arrivée de Merino me... t'en touches une et tu remets l'autre en place, ouais. Ouais, c'est exactement l'expression que j'allais dire. C'est vraiment tout une sans faire bouger l'autre. Vraiment, Ouais, en fait, t'es pas emballé, t'as rien contre, mais t'es je pas suis pas emballé, emballé. mais Jonathan m'a un petit peu convaincu, j'avoue, dans les différents arguments qu'il a avancés, notamment sa comparaison avec Chaka qui peut nous faire du bien. Maintenant, moi,
Enfin, je pense que depuis 2 ans, il faut que ça y est, on puisse passer le cap. Et je ne sais pas si tu passes le cap avec un joueur comme Merino. Voilà, c'est juste ça mon interrogation. Après, j'espère me tromper et j'espère euh, qu'on sera champion grâce à lui et qu'il marquera le but qui va nous faire, qui fera qu'on sera champion soit de Première Ligue, soit en Ligue des Champions. Mais je m'attendais à un joueur d'un autre calibre et d'une autre dimension, surtout au milieu de terrain, parce qu'on sait que c'était un gros manque. Et voilà. Mais je Mais, n'attends qu'une chose, c'est d'être surpris. mais à mon avis, quand on commence à basculer du côté du mois d'août, on sait que c'est cuit en général ces trucs-là. Bah ouais. Non, enfin, Kaya Vert et Declan Rice, ça avait été géré. Ouais. Enfin, peut-être j'ai une bêtise, mais je crois que c'est géré de la bonne partie Oui, oui, oui. Oui, de oui. l'été l'année dernière. Et à mon avis, là, le mercato qui s'ouvre le 15 juin en même temps que l'Euro et tout ça, ça te fait décaler tout le truc. Je suis C'est d'accord. compliqué après. Je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est juste qu'il y avait des opportunités et ce serait intéressant de savoir pourquoi est-ce qu'on les a pas saisies. Est-ce que c'est dû à un comportement? Est-ce que c'est dû à un style de jeu? Je sais pas, et en même temps, la piste Merino, comme tu le dis, elle a été révélée assez tôt quoi, au niveau du mercato. Donc on savait que c'était une piste très probable et que donc ça fait un petit moment que Arteta le veut, quoi. Enfin, je sais pas. Bon, bref, écoute, encore une fois, attendons de voir ce qui va se passer. On croise les doigts pour que ce soit la meilleure recrue de Première Ligue, évidemment. Comme David Raya l'année dernière. Mais ça, on avait dit, on ne parle pas de Raya. Bon, excusez-moi. Écoute, il a fait des arrêts. Non, mais j'aime bien, voilà, c'est un très bon gardien. Ouais. En tout cas, bah, on va voir. Du coup, je vais quand même vous donner mon avis. Moi, je suis pas. Euh, moi, je continue à suivre Arteta et Edu dans le trust the process. Vraiment, peut-être aveuglement. Et pourtant, vous savez que je suis en désaccord sur certaines choses. Je l'avais dit l'année dernière sur les débriefs de match ou sur les différents podcasts qu'on a pu faire. Euh, Moi, j'ai toujours en ligne de mire la saison qui nous attend, championnat, coupe, Ligue des Champions. Et que si on a besoin de faire une rotation, il faut des joueurs capables de rentrer dans cette rotation-là. Et si Merino peut être l'un de ces joueurs-là, en tant que titulaire ou en tant que super sub, ça ne pose aucun problème. De toute façon, les montants des transferts sont devenus tellement oufissimes que ça sert à rien de s'offusquer d'avoir une dépense de 40 millions. C'est quand même le prix où on a vendu Smith Rowe qui n'a pas, quasiment pas joué l'année dernière. Et c'est à peine 8 millions de moins que ce que l'on va probablement vendre Nketiah qui ne rentrait pas dans la rotation. Et puis voilà. Donc maintenant, il est là. Je vais avoir le même discours que quand Raya est arrivé. Il est là, on fera avec. Je lui souhaite vraiment pleine réussite et je te rejoins, Méchad, qu'il nous fasse gagner le titre. Et voilà, j'ai hâte d'avoir les premiers débriefs sur ces matchs lorsqu'il sera assez fit pour pouvoir évoluer dans le 11 de départ ou pour rentrer dans le turnover. Mais voilà, wait and see. Après, encore une fois, je trouve, et ça c'est mon côté assez vieillot et fan d'Arsenal et de la French Connection, ça me dérange encore une fois que on manque de... Voilà, et on n'a pas réussi à recruter un Frenchie et j'attends la fin de ce mercato-là, mais moi j'aimerais voir ce qui se passe avec le phénomène Rabiot parce que le mec, il est quand même libre de contrat. Alors certes, il doit être très gourmand en salaire, mais il est libre de contrat, il n'y a pas d'indemnité de transfert, il peut y avoir une prime à la signature. Et j'aimerais savoir pourquoi les clubs en général, je ne parle pas d'Arsenal, mais les clubs en général ne se précipitent pas sur ce genre de joueur. Parce que je pense que ce mec, il s'est fait une pub, alors plus maintenant, Alors mais sa quand il était mère à lui a fait une Paris, pub. il s'est fait une publicité ce qui est triste. Et bon, on voit que Deschamps l'a réintégré en équipe de France, qui est super. Et moi, j'aime beaucoup le profil aussi. Mais je pense qu'il s'est fait une pub qui fait peur qui fait Parce peur que au pour moi, club. c'est un joueur qui est Arsenal compatible, hein.
dans son jeu, pour moi, c'est un joueur qui rentrerait sans aucun problème dans l'effectif. Alors après, on connaît les critères de sélection d'Arteta. On sait qu'il doit être, que le joueur ne doit pas être qu'un bon joueur, qu'il y a tout un aspect vie de club, vie de groupe, etc. C'est peut-être ça qui coince. Mais je veux dire, sur les différents réseaux et les différents médias sportifs, il n'y a même pas de proposition. Les seuls trucs où on entend parler de Rabiot, c'est quand il est sur un yacht en vacances et que le matin, il saute du yacht pour aller se baigner dans l'océan et que l'après-midi, il fait une petite séance de sport. Je trouve ça très, très Parce que surprenant. Voilà. Raoul, je pense que, enfin, c'est pas, je pense, c'est une certitude. Rabiot demande un salaire équivalent à des top stars, top players de la planète football, quoi. Et je pense que par exemple à Arsenal, s'il vient à Arsenal, je ne serais pas étonné qu'il soit dans les trois plus gros salaires du club. Je pense que c'est un joueur qui demande, enfin c'est pas, encore une fois, c'est pas je pense, c'est un joueur qui demande au moins 15 millions, entre 12 et 15 millions à l'année. Et je ne sais pas si Arsenal aujourd'hui a envie de débourser un salaire aussi important pour un joueur comme Olivier Rabiot, n'importe quoi, comme Rabiot, pardon, excuse-moi. Donc je pense qu'il y a ça aussi, Adrien, de son prénom. Adrien. Et je pense que c'est ça qui joue. Et c'est effectivement important, Jonathan l'a évoqué, de dire que Merino, avant qu'il vienne à Arsenal, il était à 60 000 par mois, quoi. Ouais. C'est un critère. Ouais, bah messieurs, on va bien voir ça très rapidement. En tout cas, on lui souhaite la bienvenue. Moi, je vous remercie pour votre participation à ce podcast. C'est un vrai plaisir d'échanger avec vous. Et puis vous donner rendez-vous sur déjà les différentes plateformes d'écoute en espérant que ce podcast-là vous donnera envie et surtout n'hésitez pas à nous donner vos impressions si vous êtes plutôt satisfait de ce recrutement ou si vous trouvez que c'est un recrutement triste, décevant, pardon, cherchez le mot, décevant. Vous inviter encore une fois à aller nous suivre sur les différents réseaux sociaux, Facebook, X, la page Instagram, le site internet où vous allez y retrouver des articles vraiment, vraiment, vraiment super intéressants, notamment écrits de main de maître par notre ami Jonathan. Je pense qu'il y a Et un... corrigé par Raoul. Non, c'est côté prof Il y a des fautes, je regarde. Non, il y en a très peu. Mais je pense qu'il y aura probablement un article qui sortira très bientôt sur Merino. Vous donner un rendez-vous sur les prochains débriefs de match parce qu'avec le retour du championnat, ben, on a hâte de voir nos Gunners évoluer et d'en débriefer avec vous. Messieurs, moi, vous remercier pour votre participation. Vous souhaiter une très bonne journée, vous faire plein de gros bisous et puis à très très bientôt. Ciao tout le monde! À très bientôt. Merci. Ciao, ciao.